réflexion sur l'organisation des compétences et l'articulation entre les compétences, en tenant compte notamment du phénomène de locomotive, pour reprendre l'expression qui a été utilisée tout à l'heure à propos des métropoles. Et donc, nous allons, dans cette table ronde, à travers différents éclairages, quelles compétences, quels moyens, quel projet de développement économique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, quelle évaluation de la gestion des nouvelles régions, donc essayer de voir comment se positionnent aujourd'hui les régions dans la nouvelle réorganisation qui se profile et quels sont les enjeux. Alors je vais donner immédiatement la parole à Damien Catteau, maître de conférence de droit public à l'Université de Lyon 3, qui a bien voulu se charger de la réflexion sur les compétences. Sur un plan matériel, je me permets de demander à chacun de se limiter à 15 minutes, 17 s'ils le peuvent, de manière à pouvoir favoriser les échanges avec la salle. Cher Damien, c'est à vous. Je vous remercie Madame la Présidente et je vous remercie également ainsi que le professeur Boudet de m'avoir invité à participer à ce colloque et à intervenir sur ce sujet combien fondamental des compétences. En effet, fondamental, si je peux aborder cette intervention avec des évidences, parce que la question des compétences a toujours été au cœur des mouvements de décentralisation, au point d'adosser d'ailleurs à chaque texte fondateur une loi spécifiquement dédiée à la question des transferts de compétences. On songe aux lois de 1983 ou à la loi du 13 août 2004. Et à cet égard, néanmoins, la réforme des régions a eu un positionnement assez paradoxal selon moi, puisque d'une certaine manière la logique est respectée, puisque la loi du 16 janvier 2015 qui vient créer les nouvelles régions s'est accompagnée de la loi NOTRe du 7 août 2015 qui vient modifier les compétences, transférer de nouvelles compétences associativement d'autres collectivités. Mais elle s'éloigne aussi de cette logique, puisque c'est bel et bien la loi NOTRe qui constitue le cœur du dispositif de cet acte 3 de la décentralisation, là où la loi du 16 janvier 2015 se contente d'opérer un redécoupage des territoires régionaux, si on va écouter les questions littorales. Dès lors, et à tout le moins en apparence, la question des compétences régionales, elle a sans doute été appréhendée moins comme un outil central dans cette réforme, et structurant la réforme des régions, que comme finalement l'accessoire lié à des ajustements de compétences. Et c'est peut-être ce point qui peut expliquer le constat assez sévère dressé par la Cour des comptes dans son rapport qui a déjà été mentionné sur les finances publiques locales de 2017, où la Cour vient dire, je cite, que la fusion des régions conduit à additionner des moyens des anciennes entités, mais n'a pas donné aux nouvelles régions des compétences sensiblement étendues. Il est vrai que les régions, ça a déjà été évoqué, ont surtout été confortées dans leurs compétences en matière de développement économique, en matière d'aménagement du territoire, notamment avec les schémas d'orientation régionaux. Ils ont reçu un rôle de coordination en matière de prévention et de gestion des déchets, et seul véritable transfert de compétences, elles se sont vues confier la quasi-totalité de la compétence en matière de transport. Néanmoins, ces évolutions, somme toute assez modestes des compétences régionales, au-delà plutôt de ces évolutions assez modestes, l'analyse de la loi NOTRe semble surtout démontrer, selon moi, la possibilité d'analyser et d'appréhender finalement sous 3 angles assez différents la question de l'évolution des compétences régionales et finalement au-delà de la question de quelles sont les compétences de la région, quelles devraient être ces compétences d'un point de vue plus prospectif, finalement quelle est la clé qui permet de décider finalement des futures compétences de la région, comment elles sont censées s'articuler. Et à ce niveau-là, donc, je voulais développer assez rapidement trois angles d'attaque finalement sur
sur ce choix et l'évolution des compétences. Et le premier d'entre eux, cette première approche des compétences régionales, c'est bien entendu la question de la spécialisation des compétences, et notamment de la spécialisation des compétences régionales, qui est au cœur de la loi NOTRe, et qui est particulièrement visible, bien évidemment, en matière de développement économique. En effet, l'un des principaux objectifs de la loi NOTRe était de rationaliser, de simplifier le partage des compétences entre les différentes catégories de collectivités territoriales, avec une finalité affichée dès l'exposé des motifs de la loi NOTRe, mettre fin à des interventions récurrentes et parfois redondantes, et au contraire, je cite, mettre en place des compétences précises confiées par la loi à un niveau de collectivité. Une compétence, un niveau de collectivité. En témoigne bien évidemment, ça a été rappelé en introduction, la suppression de la clause générale de compétences pour les départements et les régions, dont sans d'ailleurs une valse hésitation après sa suppression en 2010, son rétablissement par la loi Mattmann, et même d'ailleurs les hésitations au cours de la discussion parlementaire. Et néanmoins, s'agissant donc de cet objectif de spécialisation, force est de constater, comme l'a fait la Cour dans son rapport, que cette clarification elle a été timide, selon les dires de la Cour, et au contraire, la Cour estime que l'objectif de rationalisation n'a pas été atteint et que la répartition des compétences demeure complexe. Alors, sans même parler du maintien des compétences partagées de l'article L 1111-4 du CGCT, ce relatif échec de la spécialisation des compétences, il va se manifester de manière plus ou moins anecdotique sur l'ensemble des compétences transférées, qu'on songe au transfert de la compétence en matière de transport qui laisse quand même au département le transport des élèves handicapés vers leur établissement. On songe également au maintien de la compétence départementale en matière de voirie départementale, alors que la région est confortée dans sa compétence à la fois en termes de transport et aussi en termes d'aménagement du territoire. Mais c'est surtout, et bien évidemment, et là encore comme l'exprime la Cour elle-même, en matière de développement économique que ce relatif échec se manifeste, puisque les régions ne sont désormais plus simplement les chefs de file en matière de développement économique, mais se voient confier une responsabilité en la matière, qui se manifeste non seulement par le monopole dans la détermination des régimes d'aide aux entreprises, mais également, ça a été dit, par la mise en place du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Et pourtant, l'affirmation de cette compétence propre, Madame de Kersauzon l'a évoqué tout à l'heure, l'affirmation de cette compétence propre des régions laisse subsister des compétences subsidiaires à la fois au bloc communal, avec notamment la participation aux aides régionales par voie conventionnelle ou les aides en matière d'immobilier d'entreprise, mais également au département, sans même parler de l'interdiction des aides aux entreprises au titre de la compétence en matière de solidarité territoriale, qui a nécessité tout de même l'intervention de plusieurs instructions circulaires et même d'un arrêt du Conseil d'État. Donc sans même parler de ces aides, les départements conservent la possibilité de contribuer au financement d'opérations d'investissement en milieu rural ou de compléter les aides octroyées par les régions en matière, s'agissant des entreprises dans le domaine agricole, en plus de différentes aides spécifiques. Mais c'est surtout au niveau des métropoles, bien entendu, avec les métropoles que va devoir se concilier cette compétence propre. On l'a dit d'ores et déjà, puisque les métropoles, plutôt la loi NOTRe met en place l'obligation de concertation, d'associer les métropoles à l'élaboration du schéma régional. Elle donne également la faculté à ces dernières, en cas de désaccord avec le schéma régional, d'établir leur propre document d'orientation, quand bien même celui-ci, non sans un caractère un peu contradictoire, celui-ci doit prendre en compte finalement le schéma régional avec lequel pour autant il est en désaccord. Et enfin, la Cour, finalement, les métropoles ont la possibilité, sans intervention préalable de la région, d'octroyer au titre du développement économique des aides à la création ou à la reprise d'entreprises.
Donc en réalité, le maintien de compétences assez étendues en matière de développement économique, l'expression locomotive dans le domaine illustre parfaitement ce fait. Et donc force est de constater que finalement la responsabilité des régions, selon une nouvelle formule en matière de développement économique, a raison justement de ce maintien des compétences subsidiaires, mais aussi de cette articulation avec la compétence des métropoles, finalement laisse subsister assez largement ce rôle de chef de file qui lui était attribué par la réforme constitutionnelle de 2003. Alors le deuxième angle d'attaque que je voudrais évoquer ici, en termes de réflexion sur l'évolution des compétences, c'est cette idée d'appréhender les compétences comme un outil de réforme territoriale, notamment sous l'angle du regroupement des compétences. En effet, la question des compétences peut être appréhendée non plus comme la conséquence, mais comme un levier de la réforme territoriale. C'est-à-dire finalement, lorsque la simplification du millefeuille territorial n'est pas possible par la suppression pure et simple d'un niveau de collectivité, la solution envisageable et envisagée peut être de réfléchir à la cohérence des compétences exercées par chacune des catégories de collectivités et à procéder à des transferts, des regroupements, pour parvenir finalement plus progressivement à faire disparaître les échelons redondants. C'est d'ailleurs un mode opératoire qui avait déjà été préconisé notamment par le rapport Attali en 2008. Et indiscutablement, c'est cette démarche qui avait été initialement retenue par le gouvernement lors du dépôt du projet de la loi NOTRe, puisque, là encore, l'exposé des motifs de la loi est on ne peut plus explicite sur ce point. Dans une France organisée, je cite, autour d'un État conforté dans ses prérogatives, de régions renforcées et d'intercommunalités puissantes, le débat pourra alors s'engager sur les modalités de suppression des conseils départementaux à l'horizon 2020. Et ainsi, l'idée, tout simplement, à l'origine du projet de loi NOTRe, était de transférer des pans entiers de compétences du département vers la région, notamment en matière de voirie, de collège et de transport. Et sans trop développer, il est vrai que ces transferts envisagés au profit de la région pouvaient faire sens si on analyse justement la répartition des compétences en termes de blocs de compétences. En effet, quel sens peut avoir la compétence départementale en matière de gestion des collèges? Peut encore avoir comme sens cette compétence lorsque la région gère déjà les lycées, la formation professionnelle, l'apprentissage, et se trouve, en lien d'ailleurs avec sa compétence en matière de développement économique, impliquée dans la politique de l'enseignement supérieur et de l'innovation. On a déjà évoqué également la gestion de la voirie départementale, qui peut être attachée en bloc avec l'aménagement du territoire et la compétence en matière de mobilité. Donc ces transferts, finalement, étaient assez, en tout cas, suivaient une certaine logique, si on a une approche extrêmement horizontale, encore une fois, par bloc de compétences. Quoi qu'il en soit, l'hostilité des parlementaires, et notamment des sénateurs, face à cette dévitalisation du département, aura eu raison de la volonté initiale du gouvernement, et en définitive, seules les compétences relatives au transport, sous la réserve que j'ai déjà évoquée, auront fait l'objet d'un tel transfert en bloc du département vers la région. Or, quand même, on peut regretter l'échec de cette démarche de simplification par transfert de compétences des niveaux de décentralisation, en notant d'ailleurs que malgré cette hostilité des parlementaires, on n'a pas vidé le questionnement de la survie du département, puisqu'une grande compétence reste quand même exercée ont été transférées à la région ou à la métropole. Mais surtout, on notera que cet échec pourrait avoir comme conséquence une conséquence assez inattendue et indirecte, qui est la métropolisation des compétences départementales. Alors, on vise bien évidemment ici le cas de la création de la métropole lyonnaise, qui aboutit, ça a été évoqué tout à l'heure, au transfert de la totalité des compétences départementales à la métropole, et donc de facto à la disparition du département, en tout cas sur le territoire de la métropole.
On notera d'ailleurs que la Cour des comptes, toujours dans son rapport de 2017, a salué cet aboutissement de la logique d'intégration et appelé d'ailleurs de ses voeux à ce que soient analysées les conditions, je cite, de reproductibilité de ce schéma. Reste qu'il peut paraître, en tout cas de mon point de vue, assez paradoxal que finalement, par l'échec de cette démarche de transfert aux régions, initiée par le gouvernement, par crainte d'un démantèlement finalement du département, pour reprendre les termes des parlementaires, on aboutisse en définitive à la même issue, cette disparition du département, mais cette fois, disparition qui s'effectuerait au profit de la métropole, avec une répartition des compétences qui apparaît tout de même moins élégante, au final, en termes de cohérence des politiques publiques transférées. En tout cas, pour une partie d'entre elles, je pense en particulier pour les collèges ou pour les transports. Et dès lors, la question que je me pose, c'est qu'à supposer le caractère inéluctable de la disparition des départements, on peut se demander s'il n'y a pas urgence finalement à intervenir pour consolider les blocs de compétences régionaux dans une démarche de cohérence des politiques publiques, et ainsi tirer les conséquences donc de la réforme territoriale, plutôt que de laisser finalement par l'inaction, l'impossibilité finalement d'opérer cette réforme territoriale, de laisser les métropoles progressivement et inévitablement phagocyter les compétences départementales. Donc voilà pour le deuxième point. Enfin, sur une dernière approche, peut-être un peu plus originale, je voudrais parler du lien entre la modernisation de la gestion publique et la question des compétences, qui est ici une approche, selon moi, plus verticalisée des compétences. En effet, là encore, dans son rapport d'octobre dernier, la Cour des comptes revient, comme à son habitude, sur les différents volets de la modernisation de la gestion publique locale. D'une part, en matière de comptabilité publique locale, avec la fiabilisation des comptes locaux, la normalisation des comptes publics, ou encore l'avancée de l'expérimentation de la certification des comptes publics locaux, mais également dans le domaine budgétaire, avec entre autres la réactivation du débat sur la mise en place d'une loi de financement des collectivités territoriales, même si elle est essentiellement envisagée dans le rapport sous l'angle de l'objectif d'évolution de la dépense locale. Alors sans développer ici ces différentes questions, bien évidemment, on notera le caractère quelque peu inéluctable d'une modernisation de la gestion publique locale, axée, me semble-t-il, sur une harmonisation des techniques budgétaires et comptables issues de la LOLF et surtout du GBCP. Et dès lors, et quand bien même la question n'est pas abordée directement, frontalement dans le rapport, on s'interroge sur les interactions entre la modernisation de la gestion publique locale et donc la question des compétences. Et on peut dès lors s'interroger sur la question de la transposition de la logique de la LOLF aux collectivités territoriales, et en particulier s'agissant des régions, sur l'éventuel impact de la budgétisation par programme sur les compétences régionales. En effet, sans trop s'étendre sur les enjeux et les difficultés d'une telle transposition, on notera simplement qu'une des difficultés majeures en la matière résidait dans l'hétérogénéité des collectivités locales. Pour simplifier, la budgétisation par programme n'a d'intérêt en termes de besoins et n'est praticable en termes de moyens humains et techniques que pour les collectivités territoriales les plus importantes. Et l'exemple de la région de Bretagne, qui expérimente depuis une dizaine d'années et encore aujourd'hui un budget en mode LOLF, semble l'attester. Et quoi qu'il en soit, si on envisage justement cette transition vers une budgétisation par programme comme un processus, si ce n'est inévitable, à tout le moins souhaitable, celle-ci, à mon avis, aurait des conséquences assez importantes sur la façon d'appréhender les compétences des collectivités et notamment les compétences régionales. En effet, la budgétisation par programme, selon moi, s'accommode assez mal d'une appréhension horizontale des compétences des collectivités. En effet, la libre construction du budget autour de programmes de politique publique, qui n'est pas une fatalité du système de budgétisation par programme, mais qui en demeure l'une des caractéristiques essentielles, ce choix dans la nomenclature, ce choix des politiques publiques,
s'opposerait à la fois aux nomenclatures uniformisées par catégorie de collectivités locales et imposées par l'État, s'opposerait également, ou plutôt impliquerait assez logiquement un retour, un rétablissement de la clause générale de compétence, ce qui apparaît à l'évidence à la fois comme une volte-face par rapport à la loi NOTRe, mais aussi une position contraire aux recommandations de la Cour des comptes, qui se félicitait au contraire de sa disparition. Bon, par ailleurs, et plus simplement, la mise en place d'une budgétisation par programme pourrait aboutir à ouvrir la boîte de Pandore de la question de l'autonomie financière et de la libre administration des collectivités territoriales, notamment sous l'angle de la structuration des budgets locaux, investissement, fonctionnement, ou encore une fois la question de la nomenclature imposée par l'État. À l'inverse, la budgétisation par programme, selon moi, s'accommoderait au contraire assez bien avec une appréhension plus verticale des compétences. Dans un système qui rappellerait la déclinaison opérationnelle des programmes pour le budget de l'État, on pourrait envisager alors une répartition des compétences, non pas par bloc de compétences, avec une approche donc horizontale, mais plutôt en dissociant un échelon de programmation stratégique, région par exemple, et un ou plusieurs échelons de proximité ou d'application, peut-être notamment le bloc communal au sens large. On notera d'ailleurs que cette idée avait été suggérée dès 2014 par le rapport Lambert-Malvy, et elle apparaît assez cohérente avec les choix opérés par la loi NOTRe, notamment s'agissant des compétences régionales, justement, à travers la mise en place de ces schémas d'orientation régionaux en matière de développement économique ou en matière d'aménagement, qui retrouveront donc des échos au niveau de la métropole. Alors pour conclure, j'indiquerai simplement qu'une telle solution, donc mise en place de budgétisation par programme et une approche plus horizontale, plus verticale des compétences, serait d'autant plus séduisante que la budgétisation par programme semble parfaitement adaptée à la coordination stratégique des compétences par la région, qu'elle permettrait de mettre en place de manière progressive et différenciée la transposition de la LOLF aux collectivités territoriales, en s'inspirant par exemple du traitement des opérateurs, par exemple, pour les plus petites collectivités. Et elle permettrait finalement d'appréhender autrement les compétences des collectivités locales, en abandonnant finalement cette logique par bloc de compétences qui, pour reprendre le constat du rapport Lambert-Malvy, et je conclurai par là, n'a, je cite, de facto jamais réellement fonctionné. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Damien. Je pense qu'on pourra retenir votre propos central de l'évolution assez modeste des compétences régionales, notamment avec la loi NOTRe. Vous mettez en lumière deux éléments intéressants, à mon avis. D'abord, la difficulté des régions de sortir de leur rôle de chef de file, pour les raisons que vous avez notamment évoquées avec l'affirmation de compétences subsidiaires. Et puis également les résistances à la dévitalisation des départements, je reprends votre expression. Vous concluez au fond à un échec global de la démarche de rationalisation, avec une interrogation intéressante. N'est-il pas urgence à intervenir pour consolider le bloc régional, dites-vous? Ça rejoint les propos précédents lors des allocutions d'ouverture, où finalement l'impression que nous pouvions avoir était que les régions étaient finalement relativement menacées par le phénomène de métropolisation, d'où votre alerte, si je puis parler ainsi, demandant à ce que l'on se préoccupe de consolider ce bloc régional. Sur la modernisation de la gestion publique locale et la budgétisation par programme, il me semble que ça serait peut-être un autre sujet qui demanderait une grande analyse. Et pour ma part, je ne suis pas persuadée que la budgétisation par programme, si pour intéressante et importante qu'elle soit, suffise à tout régler. Et j'avais me revenir en mémoire
un précédent colloque à l'Assemblée nationale organisé par l'Assemblée nationale et la Cour des comptes, une table ronde présidée par M. Montel sur les difficultés du management public et de la responsabilisation des gestionnaires, y compris dans un budget de programme. Ce n'est pas parce qu'on a un budget de programme que tout va marcher comme sur des roulettes. Mais ce n'est pas naturellement ce que vous avez voulu dire. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage qui apporte à notre réflexion. Je vais passer immédiatement la parole à Alexandre Dumont, qui est docteur en droit, chargé de mission à Fondafip, qui va présenter une réflexion courte, compte tenu de l'espace-temps, sur les moyens, qui va nous permettre de voir si les régions sont en passe d'être consolidées ou non sur le terrain, cette fois, des moyens. Merci. Merci Madame la Présidente. En premier lieu, je tiens à remercier très vivement Monsieur le professeur Michel Bouvier, président de Fondafip, et Madame Marie-Christine de Kielard, présidente de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, pour m'avoir invité à intervenir à ce colloque. Premier niveau infranational, la région est le plus jeune organe territorial en France. Elle a, M. Bouvier l'a rappelé lors de son allocation d'ouverture, initialement été établie en 1959 en tant que subdivision de l'administration de l'État chargée du développement économique et de la coordination des politiques nationales. L'institution régionale a été établie en conservant les départements qui sont, quant à eux, établis de plus longue date. De nouvelles compétences ont été ajoutées, mais sans modifier la vision stratégique générale. C'est ce qu'a rappelé M. Cateau précédemment. Leur poids financier est d'environ 13% du total des budgets des collectivités locales, ce qui représente moins de 40% de celui des départements. Elles jouent un rôle important dans le développement économique, mais une question est centrale, celle des moyens financiers de la région. C'est pourquoi j'articulerai mon propos autour de deux éléments. En premier point, des moyens financiers qui posent problème, et en second temps, vers un nouveau pacte, vers un pacte de gouvernance territoriale. Donc, en premier lieu, des moyens financiers qui posent problème. En analysant l'histoire financière, 3 périodes, selon la doctrine, sont clairement identifiables. Durant ces 30 dernières années, qui ont bouleversé la structure même des ressources des régions. La première période serait celle allant de 1986 à 1995, que l'on pourrait qualifier d'ère des contributions directes. La deuxième période allant de 1995 à 2004, dite ère des dotations. Et enfin, la troisième période, de 2004 à 2015 à nos jours, appelée ère des nouveaux impôts. Ainsi, à compter de 2005, les régions ont bénéficié de nouvelles recettes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE. Au fil de la décennie passée et des nouvelles mesures mises en place, je pense notamment au transfert d'une partie des personnels TOS des lycées, réforme de la taxe professionnelle, réforme du financement de la formation professionnelle, la part reversée aux régions a progressé, aboutissant à un montant total des recettes de TICPE de 5,1 milliards d'euros en 2015. Dès 2007, les régions ont eu la possibilité de moduler les tarifs jusqu'à une certaine limite, atteinte depuis par la quasi-totalité des régions. Ces modulations représentent 24% du produit total. La réforme de la taxe professionnelle, votée par dans la loi de finances de 2010, a modifié de façon profonde l'équilibre au sein des recettes de fonctionnement. Avec la fin de la taxe professionnelle et le transfert au département de la taxe sur le foncier bâti, les régions ont perdu leur marge de manœuvre sur le vote des taux. Il faut particulièrement souligner que la réforme de la fiscalité de 2010 a réduit de manière radicale la nature de la fiscalité régionale. Et depuis, la région doit assumer des contraintes financières de plus en plus sévères. Ainsi, les ressources du Conseil régional sont issues de la fiscalité directe et indirecte. De la fiscalité indirecte comprend la taxe intérieure sur les produits pétroliers, les cartes grises et les contributions au développement de l'apprentissage. La fiscalité directe est constituée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, des impôts forfaitaires sur les entreprises de réseau et les deux compensations, notamment le Fonds national de garantie individuelle des ressources. En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en 2017 est intervenue une augmentation de la fraction de celle-ci, revenant aux régions, passant de 25% à 50%.
Elle fut accompagnée d'une réduction de concurrence de la fraction dévolue au département afin de tenir compte des transferts de compétences entre ces deux niveaux de collectivité. La neutralité de l'opération est assurée via le calcul d'une attribution de compensation. Par ailleurs, on pourrait toutefois essayer de renforcer la fiscalité des régions en proposant une évolution de certains impôts. On le sait, la fiscalité locale est une fiscalité héritée de la Révolution française. La notion d'impôt local perd de sa pertinence sur des échelons territoriaux très étendus comme le sont à présent les régions depuis la fusion de certaines d'entre elles. En outre, la continuité de l'action publique et l'équilibre des comptes publics amènent à dépasser un concept historique d'opposition entre d'une part la fiscalité locale et d'autre part la fiscalité nationale. Aussi, il a été proposé, là je pense à l'Association des régions de France, de passer à un schéma basé sur un partage d'impôts nationaux ou du moins d'assiettes d'impôts nationaux. Un premier pas a été effectué dans le budget de 2017 à travers l'attribution aux régions d'une fraction de TVA au lieu et place des dotations. 3% du produit de la TVA seront dévolus aux régions. Cette réforme s'appliquera en 2018. L'Association des régions de France souhaiterait aller plus loin en considérant que l'État et les régions sont co-responsables de l'action publique sur les territoires. L'État pour sa part régalienne, les régions pour leur part d'aménagement territorial. La nouvelle approche prônée par l'ARF devrait permettre, tout en s'adossant à des bases fiscales larges, de redonner un sens à l'impôt en garantissant une retombée partielle sur les territoires. Selon l'ARF, ces nouvelles ressources permettraient aux régions d'accompagner ensuite financièrement la mise en œuvre par les collectivités concernées des schémas dont elles ont la responsabilité. On pourrait penser également à un versement transport. On pourrait aussi imaginer une taxe sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes, les propositions de l'État. On pourrait également, et ça a été ébauché par le professeur Bouvier lors de son allocation d'ouverture, à une taxe sur le numérique qui pourrait être également instituée. On pourrait penser à une taxe sur les flux, ou une taxe sur les abonnements, mais ni la base, ni le taux, ni le rendement n'ont été encore à ce jour discutés. Cette piste recèle certainement le plus grand potentiel dans l'hypothèse où l'on parviendrait à juguler l'incivisme fiscal des GAFAM, et d'autre part, la mise en place d'une fiscalité sur cette économie semble être à la fois opportune et juste. Enfin, l'actualité veut que les finances régionales s'intègrent dans ce que la majorité politique actuelle appelle le pacte de confiance, même si ce pacte de confiance aura des conséquences beaucoup plus larges que pour les seuls conseils régionaux. Donc ça, c'était mon second point, vers un pacte de gouvernance territoriale. Ce pacte de confiance a été présenté le 22 septembre dernier par Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, et par Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Ce pacte de confiance repose sur des engagements réciproques, d'un côté pour les collectivités et de l'autre pour l'État. Pour les collectivités, notamment pour les régions, réduire leurs dépenses de fonctionnement de 13 milliards d'euros sur 5 ans. Selon le gouvernement, ces économies contribueront à la baisse de la pression fiscale et les efforts demandés seront justement, toujours selon le gouvernement, répartis puisqu'ils reposeront prioritairement sur les 319 plus grandes collectivités qui concentrent les 2/3 des dépenses de fonctionnement total des collectivités territoriales. En ce qui concerne l'État, cela va lui permettre d'obtenir une meilleure visibilité vis-à-vis des collectivités sur leurs ressources et également pour celui-ci observer une plus grande discipline sur les normes qui s'appliquent à celles-ci. Cet engagement, ce pacte de confiance prendra la forme d'un contrat qui sera négocié au cas par cas au niveau local entre chaque collectivité et les préfets. Alors, un accord de méthode et une feuille de route de chantier arrêtés dans le cadre de la Conférence nationale des territoires ont été adressés aux associations d'élus en août dernier et il y a eu la mise en place de plusieurs comités de pilotage qui ont été organisés afin d'alimenter l'ordre du jour des prochaines conférences nationales des territoires qui vont permettre de réfléchir aux bases d'un contrat de mandature financier. L'accord de méthode fixe 5 chantiers, un chantier institutionnel, un chantier d'exercice des compétences pour consolider les grands équipes de la loi NOTRe, un chantier financier qui reprend les éléments
que je viens de vous dire sur la signature du contrat de mandature, qui lirait l'État et les collectivités autour de 4 sujets: la trajectoire des 13 milliards d'euros d'économie d'ici 2022, la recentralisation du RSA, la refonte d'ensemble de la fiscalité locale et la mise en place d'une loi de financement des collectivités territoriales. 4e chantier concernerait la lutte contre les fractures territoriales. Et le 5e, vers une transformation écologique et numérique du territoire. Pour mener à bien les 5 chantiers de réflexion, l'État a proposé de mettre en place des comités de pilotage thématiques mensuels sur la structure de la compétence, sur les enjeux financiers et sur la lutte contre les fractures territoriales et la transformation écologique numérique. Ces séances et ces comités permettraient aux représentants des collectivités de faire entendre leur voix et de demander aux administrations financières de préciser certains points d'ombre et afin de faire bouger les lignes, si vous me pardonnez cette expression. Les réflexions ont porté principalement actuellement sur la définition et le périmètre précis de la trajectoire des 13 milliards et sur le dépôt des projets de loi de programmation et de finances pour 2018, dont la part du FCTVA. À la demande des associations des collectivités locales et notamment de l'ARF, le travail financier a été confié à une mission d'experts dont les membres ont été désignés conjointement avec les membres des comités. Cette mission rendra un rapport d'étape en octobre et un rapport final en 2018, ce qui permettrait de donner un peu plus de visibilité vis-à-vis des moyens financiers des conseils régionaux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Alexandre, et d'abord de respecter scrupuleusement votre temps de parole. Nous comprenons en vous écoutant que, d'une part, mais ça je pense que l'auditoire est informé de ceci, il y a un bouleversement important de la structure du financement, en particulier avec le recul de la fiscalité locale telle que nous la connaissions, le recul qui a été très souligné de l'autonomie fiscale locale des régions, avec une situation qui, pour reprendre un petit peu les propos de Michel Bouvier, est une situation de transition, puisque dans le cadre du pacte que vous évoquez et des chantiers de réflexion, on est dans une situation où l'avenir devrait se concrétiser par de nouvelles évolutions du financement des régions. Il est certain que les régions, face aux défis qui sont devant elles, ne peuvent pas se contenter de la structure des financements telle que la réforme de la loi de 2010 l'a laissé. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons écouter avec grand intérêt M. Blanc, qui est vice-président du Conseil régional de Auvergne-Rhône-Alpes, délégué aux finances et à l'administration générale aux économies budgétaires et aux politiques transfrontalières. Vous avez un titre extrêmement long qui montre quelle est la charge de vos responsabilités. Donc j'imagine que vous allez pouvoir montrer à quel point la région Rhône-Alpes-Auvergne occupe une place importante en dépit des craintes qu'on pourrait avoir vis-à-vis de la métropole ou du phénomène de métropolisation, et que vous allez peut-être reprendre ces questions de financement pour nous présenter les projets qui sont les leurs. Quand on m'avait demandé ce sur quoi je souhaitais vous entendre, moi j'avais indiqué que ce qui m'intéressait personnellement, c'était notamment la position de Lyon avec la frontière, le phénomène transfrontalier qui peut effectivement être un atout pour le Conseil régional, en particulier pour ces projets. Et je vous laisse la parole. Très bien, merci Madame la Présidente. Si j'ai bien compris dans la répartition des interventions, ce que vous aviez souhaité, c'était aussi avoir une vision très concrète et très pratique de la manière dont la région a agi en recevant ses compétences nouvelles après la loi. Alors, d'abord, en remerciant Mme de nous accueillir aujourd'hui, on va faire une intervention sur 7 points les plus clairs et les plus brefs possibles. Le premier point, de quoi parlons-nous quand nous parlons désormais de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Voilà, ça va bien.
De quoi parlons-nous quand nous parlons de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Ces deux territoires fusionnés font désormais de notre région une région qui est à la dimension d'un certain nombre de pays d'Europe. Notre population est identique à celle de la Suisse ou du Danemark, et l'espace auvergnat-rhône-alpin est un espace qui correspond à celui de l'Irlande, 70 000 km², une population de 8 millions d'habitants. C'est aussi une région qui a une profonde histoire industrielle. Il y a un texte que nous lisons souvent au Conseil régional, c'est celui qui fut écrit par un ami d'Henri IV, membre de la cour, qui était venu assister au mariage du roi, ici, à Lyon, en janvier 1601, et qui décrit cette ville de Lyon sous l'aspect économique et sous l'aspect industriel, où il explique que la ville de Lyon, ça n'est qu'un atelier, ça n'est qu'une activité économique, et on y travaille tous les métiers de l'époque, et on y fait déjà de la recherche dans le domaine de la chimie sur le traitement du textile, dans le domaine des métiers à tisser, et Lyon est bien placé pour cela. Le résultat, c'est que nous sommes en PIB la 7e région européenne, la 2e région française, que nous avons par exemple dans certains domaines, que ce soit la plasturgie, que ce soit les pneumatiques, avec l'adjonction d'Auvergne, l'association d'Auvergne. Nous avons désormais des activités économiques qui sont des activités économiques phares et qui font de notre région une région réellement puissante. Avec cette particularité, j'en dirai un mot tout à l'heure, qu'il est difficile de choisir une politique économique parce que nous sommes présents dans quasiment tous les domaines, la mécanique, la plasturgie, la recherche, avec un certain nombre d'activités qui ressortent, sont notamment les sciences du vivant, ou du fait de la présence ici de Mérieux, d'Aguettant, d'un grand nombre de laboratoires de recherche. On est reconnu comme ayant une spécialité, une forte spécialité en la matière. Le sens de mon propos, c'est de dire que quand on a un territoire aussi vaste, une population aussi importante et une puissance économique aussi significative, désormais ça ne devrait plus être un problème pour l'État que de nous transférer des compétences lourdes et que de nous les transférer pleinement. On va simplement citer un exemple. Nous avons la compétence économique. Au cœur de la compétence économique, il y a la formation professionnelle. Et nous pensons que quand on exerce la compétence de l'économie et de la formation, derrière, on devrait avoir des compétences beaucoup plus significatives dans le domaine de l'emploi. Et que se posera le problème de Pôle emploi. Parce que Pôle emploi peut rester un outil exclusif à la disposition de l'État. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui intérêt à avoir une réflexion sur ce sujet-là? Et dans une prochaine loi, imaginer un transfert. On va regarder comment les choses se passent. Le premier point, c'est une région puissante et une région qui peut relever les défis économiques de la ville. Deuxième observation, ce sont les contraintes. Elles ont parfaitement été exposées tout à l'heure sous un certain nombre d'aspects. Il y a 3 textes qui nous contraignent. La loi NOTRe, la loi MAPTAM et la loi qui nous affirme comme une région puissante avec la fusion de ces deux régions Auvergne-Rhône-Alpes. Quelle observation présentons-nous sur ces textes? Moi, j'étais parlementaire quand la loi NOTRe a été votée, et je me souviens, ça a été parfaitement indiqué tout à l'heure, d'un gouvernement qui avait volonté de clarifier les choses, et de dire cette loi NOTRe, elle doit enfin permettre de savoir qui fait quoi, d'éviter les chevauchements. On n'y a pas abouti. Et le résultat, il n'est pas à la hauteur de ce que nous attendions. La loi NOTRe a laissé des compétences partagées. Elle laisse des compétences partagées en matière économique entre la métropole et nous. Et l'articulation de l'exercice de ces compétences entre la métropole et nous, ça n'est pas extraordinaire. Pour raisonner ici, dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, un jour, on ouvre le journal, ils ont découvert que la métropole avait fait son schéma de développement et qu'on n'avait pas été associés. Alors, par bonne manière, on a fait en sorte que nous associons plus quand on a fait le schéma régional